Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Ici, tu peux aller en pyjama. Tu vas en pyjama faire tes courses, ils te diront jamais rien. Et j'aime ce côté-là où, en fait, t'es libre. C'est un truc que j'aime sur les États-Unis. Et c'est que t'es libre d'être qui tu veux, d'aimer ce que tu veux. Donc c'est ce côté-là qui fait que, ouais, je reviendrai en France en vacances. Mais pas à vivre. Je reste ici. Dès que je peux, je pars visiter. Moi, je suis une grande fan et grande fan des États-Unis. Je suis devenue une grosse fan. S'il y a 13 ans, j'aurais pas eu ce discours. Maintenant, j'adore ce pays. Moi, j'aurais du mal à y partir. J'aurais beaucoup de mal. Pour moi, c'est un pays qui m'a tout offert, quoi. Enfin, en quelques mois, j'ai monté ma boîte. En 24 heures, tu montes ta boîte. Les gens te font confiance. Tu veux créer une boîte, on te dit vas-y, tu vas réussir. On ne juge pas. Moi, je reviendrai pas en France. Et puis, si au début, effectivement, c'était pas mon American Dream, je l'ai vécu après. Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et parfois même revenus. Je sais pas trop comment commencer cette introduction. Est-ce que je vais vous parler de la personnalité incroyablement positive que j'ai rencontrée ? Est-ce que je vais vous parler de sa rencontre complètement hors du commun et du début de son histoire d'amour avec l'homme de sa vie ? Est-ce que je vais vous parler de sa résilience profonde alors qu'elle travaille dans le tourisme, qu'elle est elle-même entrepreneur et que, vous le savez, nous sommes en pleine pandémie et que son activité est à l'arrêt ? Ou est-ce que je vais vous parler de la vie incroyable qu'elle partage avec un artiste du Cirque du Soleil avec qui elle s'est mariée dans le bureau du fondateur du Cirque du Soleil à Montréal ? Eh bien, je ne sais pas trop. En tout cas, je peux vous dire que cet épisode est plein de rebondissements. Elle va vous tenir en haleine. Et vraiment, mon invité du jour, Emmanuelle, voue un amour incroyable pour son pays d'adoption, les États-Unis, là où elle s'est installée il y a 13 ans. Alors installez-vous confortablement. Next stop, Las Vegas. Bonjour tout le monde, alors c'est Manu là de Las Vegas. Alors ce soir je vous amène, je suis dans l'hôtel du Mirage, donc le casino Le Mirage, et je vais voir un show du Cirque du Soleil qui s'appelle le Beatles Love. Donc là je viens de sortir du parking et je marche dans tout le casino pour aller voir le show. Moi, je m'appelle Manu, j'ai 40 ans, j'habite à Las Vegas. À l'origine, je suis de Bretagne, de Rennes. Je gère une boîte, en fait. C'est un réceptif, en fait. Je travaille dans le tourisme, mais de business à business. Donc, je travaille pas directement avec des clients, mais c'est moi qui organise les tours pour les tours opérateurs en France. Mais là, ça fait 1 an et demi qu'elle est en pause, puisqu'il n'y a pas de Français à rentrer sur le territoire. Donc j'attends, je suis assez impatiente. Je comprends, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis et à Las Vegas ? Alors moi, je suis arrivée direct à Las Vegas. J'ai pas bougé de Vegas, je suis arrivée il y a 13 ans. Et à quoi ressemblait ta vie il y a 13-14 ans alors ? Ah oui, mais alors moi, ça a été un changement... radical. Un changement brutal, en fait. Comme beaucoup de gens, les gros changements passent par une rencontre. Moi, j'ai fait un master en management du sport. Je travaillais dans une association sportive qui s'appelait du Folep sur Rennes. J'avais mon petit appartement à Rennes. Et j'étais bénévole dans c'est un événement qui s'appelle Rennes sur roulette en fait. Ils organisent, c'est sur le thème du roller et il y a des courses de roller et il y a du roller acrobatique. Ça faisait depuis toujours avec ma famille, on est bénévole en fait sur cet événement-là et dans l'association en général. Et un jour, du coup maintenant ça date, mais c'était en 2006. Je regardais, il y avait un grand show, il y avait une rampe. C'est un peu ce qu'on voit au X Games là. Donc il y avait une grande rampe avec des gars qui venaient de partout, qui faisaient du roller.
Et là, j'étais assise, je regardais les gars faire du roller et j'en ai vu un et voilà, j'ai flashé. Arrêt sur image, tu ne vois plus que lui, musique, violon derrière. Mais c'était presque ça. C'était vraiment presque ça. Donc j'avais toute ma vie un peu qui était un peu tracée, qui était tranquille. J'habitais avec quelqu'un. J'avais un ami à l'époque. Voilà, enfin on avait plein de projets, plein de choses. Et depuis que j'ai vu cet homme-là qui s'appelle Otto, enfin ma vie a totalement changé. Incroyable. Alors du coup t'es allée l'approcher. Enfin t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 23 ans, ouais. Ouais, j'ai été l'approcher, mais à mon niveau d'anglais, enfin lui, donc colombien, qui parle pas français, qui parle un peu anglais. Moi, mon espagnol et mon anglais sont du niveau de 0. J'ai toujours dit d'ailleurs que pour moi, l'anglais servait à rien. Je n'étudiais pas l'anglais, oui, j'avais des notes pourries, j'ai pas eu la moyenne au bac. Enfin, je disais, mais pourquoi parler anglais? Ça me servait à rien dans la vie. Enfin, ouais. J'ai changé d'opinion depuis. Donc du coup, je l'ai approché, mais bon, tant bien que mal, j'ai essayé de lui parler. Qu'est-ce que je lui ai demandé? Ah, mais non, il était tout seul, je me souviens. Et je lui ai demandé pourquoi il était tout seul, en train de boire son verre. Mais assez intimidé quand même, tu vois, parce que déjà par la barrière de la langue, parce que lui, c'est un professionnel de roller. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre la situation. Puis au fur et à mesure de la soirée, on était dans une boîte de nuit, il y avait une musique, il aimait de salsa, il m'invite à danser, et là, mais alors... Déjà que je le trouvais hyper beau et tout, mais en plus, il danse hyper bien la salsa. Donc, ça y est, j'étais tombée red dingue. C'est ça, j'étais tombée red dingue amoureuse, tu vois. En espèce de... Enfin, c'était pas hyper sympa, mais en l'espèce, d'une heure de ma vie, j'ai complètement oublié la personne avec qui je vivais. Ouais, le vrai coup de foudre, quoi. Ouais, non, mais c'était exactement ça. Exactement ça. Mais il s'est rien passé. Parce que moi j'étais avec quelqu'un et voilà et puis parce qu'il repartait le lendemain ouais, tu t'es pas dit c'est possible, enfin dans quel état d'esprit t'es à ce moment-là? Non, je me suis dit mais c'est n'importe quoi, de toute façon c'est débile, ça c'est pas du tout logique, la voie de la raison. Là, ouais, c'est ça. Et donc j'ai essayé de zapper cette histoire, tu vois, de passer à autre chose, et puis en fait j'y pensais toujours. Alors j'ai demandé à quelqu'un son email, j'ai réussi à avoir son email. On a discuté pendant quelques mois. Ah oui, tu te dis on va passer à autre chose, mais en même temps, tu continues quand même à discuter, quoi. Ouais, on discutait, ouais, comme ça. On discutait. J'essayais de discuter avec tant bien que mal avec mon anglais. Mais on s'est mis à discuter. À l'époque, c'était quoi? C'était Messenger. Ça s'appelait Messenger ou oui, aussi MSN, là. Ah, MSN, c'était ça. Tu peux faire les whiz, là, didi. Cela ne nous rajeunit pas, Emmanuel. Non, je sais. Le vieux coup de vieux, là. Et on parlait, mais juste comme ça, tu vois. Et puis, il a une compétition qui s'appelle le FIS, qui est une compétition à Montpellier. Et puis, il m'a dit, moi, je vais en France et tout. Et là, j'ai dit, attends, j'y vais, quoi. On va voir ce qui se passe. Je me suis dit, est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ressens vraiment quelque chose? Non, en fait, c'était pire parce que là, on a vraiment passé le week-end ensemble. Et puis, ça a été le début d'une histoire un peu compliquée parce que lui, il était marié aussi. Ah, wow. Ah ouais, oui, non, mais non, tant qu'à faire simple, fallait que je trouve un Colombien qui habitait à Barcelone, qui était marié, quoi. Autant dire que tout le monde était contre moi. À l'époque, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un mec super. C'est vrai qu'il était vraiment bien, il était vraiment top. Mais ils me disaient, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas ce que je fais, mais je sens qu'il faut que je le fasse, quoi. Faut que je le suive. Donc, du coup, moi, j'ai quitté mon copain et lui, Otto, donc, est venu parce qu'il voulait s'entraîner au roller et il y avait un skatepark à Nantes. Donc, il m'a dit, je viendrais bien habiter à Nantes. Et je lui ai dit, allez, on prend un appart. Sérieux? On s'était vus une fois. Voilà, ce fameux week-end à Montpellier? C'est ça. Et vous vous connaissiez, vous vous parliez depuis combien de temps à ce moment-là? Peut-être 1 mois et demi. C'est comme ça, qu'on a vraiment commencé notre relation. Mais lui voyageait pas mal puisqu'il est professionnel de roller. Donc il faisait des compètes, des shows. Il allait aux États-Unis, il allait en Asie. Un peu partout en Europe. Et lui, le rêve de sa vie, c'était de faire des compétitions aux États-Unis. Donc, au bout de quelques mois, il est parti. Il est parti aux États-Unis. Mais juste comme ça, quelques mois. Et puis, il me dit, tiens, j'ai des copains qui font du roller, qui travaillent au Cirque du Soleil. Il y a une personne qui part, il y a une place. Est-ce qu'on peut faire une vidéo que tu pourrais envoyer?
D'accord. Donc une vidéo pour un casting, quoi. Enfin, pour, C'est ça, une vidéo pour un casting. Donc c'est lui qui avait déjà tous les vidéos. Moi, je l'ai juste essayé à faire un petit montage et tout. Mais c'est moi qui ai envoyé la vidéo parce que ça faisait un peu plus pro. C'est pas moi qui envoie pour le casting, quoi. donc j'ai envoyé la vidéo, mais bon, enfin, il s'attendait pas spécialement à un retour ni rien. C'est hyper compétitif, le Cirque du Soleil. Je pense que tout le monde ne connaît pas forcément. Tu peux expliquer un peu ce que c'est ? Alors, le Cirque du Soleil, c'est une compagnie québécoise qui a été montée par des gens du cirque, dont Guy Laliberté, en fait. C'était des gens à l'époque qui étaient dans la rue, cracheurs de feu, jongleurs, et qui ont réussi à monter un peu un empire. Enfin, c'est un peu les meilleurs shows au monde, les shows du Cirque du Soleil. Et donc, ils ont plusieurs shows. Ils ont des shows qui sont itinérants. Ils ont des shows qui sont résidences. Il y en a à Las Vegas. Il y en a 7 à Las Vegas. Il y en a aussi à Cancun, Orlando. Il y en a en Chine. Donc, quand on dit cirque, il n'y a pas d'animaux. C'est que des artistes. Artistes, acrobates, danseurs, chanteurs, musiciens. Et effectivement, c'est hyper dur de rentrer. Parce que le niveau est très très élevé. La majorité des acrobates, c'est des anciens champions olympiques, des professionnels. Ouais. Otto, lui, était du monde du spectacle par ce qu'il faisait dans le roller ou est-ce que c'était complètement nouveau pour lui ? Lui, c'était un sport pour lui ? Ah ouais, lui, c'était un sport. Ouais. Il faisait des shows, quand on dit show, des démos. On va dire, il faisait des démonstrations, mais pas aller sur scène ou pas du tout. Pas du tout. Mais il y a le show qui s'appelle The Beatles Love. Ils ont un acte où il y a des rampes et des mecs qui font du roller. Voilà. Donc c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'il a entendu parler, parce que c'était des copains à lui, qu'il a entendu parler qu'il y avait une place qui se libérait et qu'on a envoyé cette vidéo. Donc lui, il est, ça c'est en 2007. Été 2007, il est à Los Angeles chez sa sœur et puis me contacte le Cirque du Soleil et qui me dit on va faire un repérage d'acrobates, on va à Woodward. Donc Woodward, c'est un centre d'entraînement de sport extrême. Il y en a plusieurs, mais il y en a un en Californie, à quelques heures de Los Angeles. Et la personne me dit moi, je sais plus, tel jour, je vais là-bas. Et je vais voir s'il y a des mecs qui font des trucs acrobates pour faire des recrutements. Et je dis, mais attends, c'est ouf parce qu'il est à Los Angeles. Il est à 3 heures et il pensait justement aller à Woodward. Donc ils se rencontrent, nickel. Ça s'est bien passé, mais pas de news. Ça c'était au mois d'août, tu vois, 2007. Pas de news. Lui il rentre en France. On a notre petit appart à côté de Rennes. On essaie de faire notre petite vie en France. Et puis là, bonne surprise, j'apprends que je suis enceinte. Donc ça, c'était au mois de novembre. Et là, il nous appelle, le temps passe et il nous appelle au mois de février, 14 février. Il l'appelle Otto et lui disent... Cadeau de Saint-Valentin. Ouais. Ils lui disent, écoute, t'es pris. Vous y attendiez plus du tout à ce moment-là, quand vous étiez passé à autre chose. Ah non, ça faisait 6 mois. On s'est dit, bon, ça faisait quand même long, tu vois. Et puis, Cirque du Soleil, c'est quand même, tu vois, tu te dis, c'est quand même un rêve un peu inaccessible pour lui. Ouais. Et puis, 14 février, ils appellent et ils disent à Otto, bon, bah, t'es pris. On t'attend dans un mois à Montréal. Donc, moi, enceinte, donc, puis mois d'octobre, donc enceinte de 5 mois, tu vois. Avec mon boulot, l'appart. Donc on a eu 4 semaines pour quitter mon boulot, quitter l'appart. Annoncer à la famille, je veux dire, parce qu'à ce moment-là, vous connaissiez quand même pas non plus depuis super longtemps. Ça a été quoi le soutien de ta famille, de tes proches ? Qu'est-ce qui... Pour partir aux États-Unis, c'était le choc. J'imagine entre le début de cette relation, la grossesse, le déménagement à l'autre bout du monde, ça fait quand même beaucoup à emmagasiner en très peu de temps. C'était ça. Et puis en plus, surtout l'autre truc, c'est qu'il n'était pas officiellement divorcé. Que du coup, cette fille-là à l'époque voulait pas lui donner les papiers pour le divorce, pour l'emmerder, et que moi, pour le suivre, fallait qu'on se marie. Fallait qu'on se marie. Tu vois, il y avait ça, le déménagement, annoncer à la famille, gérer un divorce, le tout enceinte, ouais, et tout ça en un mois. Mais lui, il est parti en Colombie, elle a accepté de signer les papiers, et ça, une semaine avant le départ. Ah oui, donc t'as eu le stress jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, c'était assez stressant. Une semaine avant le départ, et là, il rentre à Paris, il demande le visa pour aller parce qu'en tant que Colombien, c'est un peu la galère de voyager. Le visa pour aller au Canada, et il arrive 4 jours avant qu'on parte. 4 jours avant, on était sûr
On était enfin sûr qu'on partait, quoi. Waouh, l'ascenseur émotionnel. On vous avait dit que vous partiez au Canada de manière transitoire ou on vous avait rien dit beaucoup de plus? De manière transitoire, c'était 15 jours, 3 semaines. Vous saviez quoi, d'accord. Ouais, on savait que c'était 15 jours, 3 semaines. Et après les États-Unis. Donc, du coup, moi, pour partir avec lui, il fallait donc que je sois mariée. En France, impossible de se marier aussi rapidement. Pas possible de se marier en France. Donc, le Cirque du Soleil, qui organise tout, hein, eux, c'est vraiment un truc de fou. Ils disent, nous, on vous organise votre mariage. Et comment t'as vécu ça? Parce que d'un point de vue administratif, c'est génial. Mais d'un autre côté, c'est OK, attends. T'as les hormones en plus qui doivent être un peu en vrac, quoi. Si t'es enceinte de 6 mois, on vient de t'annoncer que tu plaques tout, que tu pars à l'autre bout du monde avec l'homme de ta vie. Et finalement, ton mariage, j'imagine que tout le monde va pas te suivre pour ton mariage à Montréal. Comment t'as vécu tout ça personnellement? J'ai jamais pensé mariage. Moi, je comprends qu'il y a plein de filles qui adorent ça et tout, mais moi, ça n'a jamais été mon truc. Moi, je me disais, pourquoi dépenser autant de sous là-dedans alors que je pourrais partir en voyage. Ouais, parce que moi, le truc, toute ma vie, ça a été les voyages, tu vois. Donc moi, pas spécialement. Et puis du coup, dans un aussi court temps, c'était impossible que tout le monde vienne nous voir à Montréal. Donc il y avait ma maman qui m'avait proposé, mais je dis ouais maman, si tu viens et pas ma sœur ou pas mon père, je m'étais dit c'est pas cool. Donc j'ai dit tout le monde ou personne, quoi. Ouais, d'accord. Donc on a dit personne. En plus les parents d'Otto, eux ils pouvaient pas venir parce que pas de visa, pas de visa pour aller au Canada. Donc c'est le cirque qui nous a tout organisé. On est arrivé le 23 mars à Montréal et notre mariage était le on est arrivé le 26 et notre mariage était le 28. Et on avait des témoins, on les connaissait pas. Oh la vache. Un peu l'angoisse quand même. Ouais. Deux nanas hyper cool. Et on s'est mariés donc dans le bureau de Guy Laliberté, donc qui était le responsable du Cirque du Soleil à l'époque. Ouais. C'était la première fois qu'ils faisaient ça. Ils avaient jamais fait ça. Hein. Donc, oui, c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas, peut-être qu'on peut le préciser, en Amérique du Nord, on peut être officiant de mariage. En fait, n'importe qui peut se déclarer sur Internet et avoir le droit de célébrer un mariage. Alors qu'en France, j'irai pas au patron du cirque du village pour me faire marier. C'est pas lui qui nous a mariés, c'est un autre, mais oui, effectivement. Ouais, puis on peut se marier n'importe où. En Amérique, n'importe où, c'est ça. T'es pas obligé de te marier dans une église ou à la mairie. Et donc là, c'était dans le bureau donc du responsable du Cirque du Soleil et tous les gens qui travaillaient, parce que la base du Cirque du Soleil est à Montréal, en fait. Le siège. Ouais, merci. Le siège du Cirque du Soleil est à Montréal. Et donc, du coup, il y avait tout le monde qui était là, qui nous avait fait une allée, et, qui nous applaudissait en passant se marier. Ils nous avaient préparé un gâteau. Hyper belle cérémonie. Très très belle cérémonie qui a duré pas mal de temps. Ouais, quand même. Et mais moi j'ai bien aimé parce que c'était notre truc à nous, en fait. Ouais. Ah ça pour le coup c'est unique, hein. Il y a personne qui a fait la même chose que vous. C'est ça, je pense qu'on est les seuls à avoir fait ça, mais ils nous ont organisé tout hyper bien et comme cadeau de mariage, ils m'ont offert les billets à moi parce qu'ils payaient tout à Otto, hein, les billets d'avion pour aller à Montréal, le logement, après le billet d'avion pour aller à Las Vegas. Mais pas l'accompagnateur, et en fait ils me l'ont payé. On connaissait personne, mais tout le monde était hyper gentil. Bon, déjà les Québécois sont hyper sympas, mais le Cirque du Soleil c'est souvent les gens disent c'est une famille, c'est vrai, c'est vraiment une famille avec des gens qui viennent de partout, mais qui ont tous des idées impressionnantes. Ils ont tous des talents, des choses, que ce soit la personne qui crée les vêtements ou l'acrobate ou la personne qui crée le show, et c'est des gens hyper ouvert, hyper chaleureux. Ah, trop chouette. Voilà. Donc 15 jours à Montréal, pendant que mon mari, il prépare tout. Il lui prend ses mesures, tout ça pour lui faire ses costumes sur mesure, signer les contrats. D'ailleurs, c'est rigolo parce que il avait appris à parler français avec moi. Quand on habitait ensemble, on mettait des espèces de petits post-it avec les mots anglais, français, espagnol. Donc, il avait appris à parler français avec moi. Et toi, t'avais appris l'espagnol ou l'anglais avec lui? Ouais, les deux. Mais du coup, lui, il est très très bon en langue parce qu'il a vécu au Brésil avant, il parle portugais. Il est meilleur que moi, il a une bonne oreille. Mais il arrive à Montréal, il comprend rien. Ah oui, Québécois. C'était le contrat, il signait le contrat et le gars lui parlait et il me regardait auto, il me dit je comprends pas. Incroyable. C'était super rigolo. Et donc du coup 15 jours à Montréal, et au bout de 15 jours, direction Vegas.
Alors sur ma gauche, là, j'ai l'enregistrement et si vous voyez ce que je vois, il y a un énorme aquarium de poissons d'eau de mer qui fait des milliers de litres, qui est vraiment hyper joli. En face de moi, j'ai une grande serre avec des palmiers, comme si on était dans la jungle en fait. Et il fait hyper chaud, on voit le soleil, les gens prennent des photos. Sur ma droite, j'ai un bar, un sports bar comme on dit, pour boire des verres. Donc on arrive au mois d'avril. Ils nous payent l'hôtel pendant 3 mois. On avait à disposition une personne qui nous ramenait pour aller faire les courses. Enfin, c'était un hôtel studio, parce qu'il y avait une petite cuisine. Ils ont donné une somme d'argent aussi pour commencer. Ouais. Avec ça, on a acheté une voiture. Enfin voilà, on est arrivé avec 2 valises. Hein. Voilà, on avait 2 valises et voilà, c'est tout. Incroyable. Alors attends, on fait juste une petite pause. Juste toi, tu le disais tout à l'heure, ta vie était plus ou moins tracée, ça allait être à Rennes, dans cet assaut, etc. T'aspirais à vivre à l'étranger, ou tu vois, même, je sais pas, c'était même de l'ordre du fantasme, ou pas du tout, et ça a vraiment été une révélation en rencontrant Otto? Ah ouais, alors pas du tout. Moi, par contre, en fait, j'adore voyager. D'accord. Mon rêve, c'était voyager, mais c'était plutôt les pays d'Afrique, moi, qui m'intéressaient. Déjà, vivre aux États-Unis. Alors, parce qu'en France, on a une hyper mauvaise image des États-Unis, hein, qui n'est pas vraie du tout d'ailleurs. Enfin, maintenant, quand j'y habite, j'ai plus du tout le même regard. Quelle image t'avais des États-Unis alors? Vas-y, raconte. L'image beaucoup qu'on va dire qu'ont les Français, que c'est hyper individualiste, qu'on pense qu'aux gens t'as de la thune ou tu crèves, qu'il n'y a pas d'aide du gouvernement, mais en fait tout ça c'est pas vrai du tout. Mais bon, c'est l'image qu'on a de la France. D'ailleurs, quand je raconte aux gens comment j'ai été aidée pendant la pandémie, là, personne me croit, quoi. Ah ouais. Que j'ai eu des aides pour ma compagnie, le chômage. Quand je raconte ce que j'ai au chômage, les Français ils hallucinent. Ouais, on croit pas qu'il y a des aides aux États-Unis. Tu sais, c'est comme une manière de se dire que la France c'est mieux. Et puis les États-Unis, c'est pourri en fait. C'est pour pas se dire que les États-Unis, il y a des côtés mieux. Faut surtout pas l'entendre, quoi. Donc j'avais une assez mauvaise image, de Vegas. On dit que c'était assez surfait. C'est superficiel, il y a rien à voir. C'est ça, il y a rien à voir parce qu'il montre que le strip, c'est toujours la même image. Le strip, ça va, elle fait que 6 km cette rue. Je sais que c'est ça qui nous fait vivre, mais donc assez mauvaise image, moi. Et puis je suis arrivée en anglais pourri. Contente, hein, heureuse d'être de faire ma vie avec Otto, d'être enceinte, d'accoucher aux États-Unis. Hyper heureuse de faire une nouvelle vie parce que moi j'aime bien les challenges, j'aime bien les trucs nouveaux, j'aime pas trop la routine, j'aime beaucoup les changements et aller vers l'inconnu. Donc ce côté-là était hyper sympa. J'étais vraiment contente, mais l'intégration a pas été facile. Ah ouais, comment ça s'est passé? Donc au bout de 3 mois, vous vous installez dans une maison? C'est ça, on a un appart. Et bébé arrive. Ouais, c'est ça. On aménage. Et 2 jours après, j'accouche avec 1 mois d'avance. C'était pas du tout prévu. J'avais des petites contractions. J'arrive à l'hôpital. Mais vous êtes déjà ouverte à 8, madame? Oui, je vais accoucher. Je suis pas prête là. Il y avait rien de prêt, mais bon voilà, ça allait dans le reste, tu vois, de l'année où ouais, c'est ça. T'es surprise. Et tout se passe bien et tout, on rentre à la maison. Il y a la sœur d'Otto qui habite en Californie, donc c'est cool. Elle est venue nous aider, ça aide beaucoup quand même quand on a un peu de famille. C'est clair. Ça c'était vraiment cool, mais c'était difficile d'intégration dans le fait que mon niveau d'anglais était vraiment pas terrible. Et puis, quand t'as 25 ans, tu pars, t'as quand même une personnalité, tu vois. J'avais ma routine, pas ma routine, j'avais mes potes, j'avais mon équipe de sport, et donc, du coup, t'as ta personnalité qui est créée. Tu repars à zéro, quoi. Et là, tu repars à zéro. Tu repars à zéro. Donc, on avait beaucoup de soirées parce que t'imagines, t'arrives au Cirque du Soleil, les acrobates, les danseurs du Cirque du Soleil à Vegas sont hyper bien vus. Tu rentres partout dans les boîtes de nuit gratuites, dans les pool parties. Donc, tu fais la fête qui commence après les shows, donc les shows finissent à minuit, tu fais la fête et ça commence à 1h du mat, tu finis à 7h, t'es complètement en décalage. Comment tu fais avec un nouveau-né? Non, du coup j'avais ma belle-mère qui est venue pas mal de temps, et ensuite j'ai ma cousine qui est venue étudier pendant 1 an, donc on avait babysitter à domicile, donc ça c'était cool, mais du coup tu sais, quand t'as un mauvais anglais, tout le monde parle, bon, même si tout le monde vient de partout, tu sais, les gens du Cirque du Soleil viennent de partout.
Mais tu vois les gens qui parlent en anglais et tout, et puis toi, t'as envie de participer, mais t'as toujours, tu sais, un train de retard, quoi. C'est comme si t'avais un peu hyper difficile, t'as perdu ta personnalité, parce que tu peux pas faire des blagues en anglais au début, tu peux pas raconter des trucs, ou même ta culture française a rien à voir avec une culture russe ou brésilienne, ou... Donc tu te reconstruis, tu repars tout, ouais, tu repars tout de zéro, tu te reconstruis. Mais ouais, en plus de tout ça, tu rejoins en fait un monde dans lequel tu es finalement lié que par alliance, par le mariage. Bah, c'est enfin, ça. je veux dire, toi, tu travailles pas dedans toute la journée. Non, pas du tout. Tu dois te sentir encore plus étrangère, j'imagine. Exactement, parce que et puis après ça c'est qu'un petit détail, mais tu vois, tu viens d'accoucher et là pool party, allez c'est la fête. Avec les danseuses et les acrobates du Cirque du Soleil. Alors, tu sais, t'as pas du tout envie de te mettre en maillot de bain. Bah là, oui, tu m'étonnes. Non. Donc, non, effectivement, ce côté-là où t'es pas super à l'aise, bah, il y a tout ça, quoi. C'est un milieu un peu spécifique. Et puis, bah ouais, moi, le seul repère que j'ai, c'est auto, même si je suis hyper indépendante, ça fait quand même un gros choc, tu vois. Indépendante financièrement aussi. À la base. Donc aussi, tu perds ton indépendance financière, même si Otto, lui, aucun souci, c'était notre argent, mais je sais pas, moi j'aimais bien... Ouais, ne pas avoir de compte à rendre, Les 3 premières années, j'étais à la maison, ce qui était un bon côté, parce que du coup, j'avais pas à mettre mon fils et Ethan à la crèche, ou j'étais avec lui toute la journée, ça c'était bien, et Otto commençait le travail à 5h le soir. Donc, on était quand même ensemble toute la journée. Des journées ensemble, c'est chouette, ça. Et je gérais le soir. Mais avec le temps, tu vois, j'en avais marre, j'avais envie de bosser, j'avais envie de sortir, j'avais envie d'avoir mon indépendance. Otto a fait une demande de carte verte au bout de 3 ans. Et il a demandé une carte verte pour capacité extraordinaire. Il fallait montrer que tu étais dans les 10 meilleurs du monde de ta catégorie. Mais heureusement, lui, Otto avait été aux X Games, il avait médaille de bronze, il avait toujours été sur les podiums. Donc on a pris tous les articles de presse qu'il y avait dans toutes les langues. J'ai fait tout un travail pendant des mois à tout traduire, à retrouver tout, à contacter tout le monde, à avoir des lettres de recommandations de gens, donc des personnes des X Games, du Cirque du Soleil, des différents shows qu'il avait fait. Au Cirque du Soleil, beaucoup de personnes connues venaient, donc on a envoyé les photos des personnes connues avec qui il avait pris. Je sais pas, mais Gwen Stefani, il a même une photo avec Trump. J'embête beaucoup d'ailleurs avec ça. Ça a pris 6 mois pour avoir le résultat de la carte verte. Je me rappelle, on était partis en vacances à Hawaï, et là, c'est bon, vous avez la carte verte, on était tout fous. Génial. On était hyper contents parce que ça veut dire que je pouvais commencer à travailler. Donc là, tu t'es quand même assez rapidement projeté dans ta vie aux États-Unis, même si c'était difficile de t'intégrer. Tu t'es pas dit, vas-y, on rentre, quoi. Au bout de 3 ans, t'étais OK, on fait la carte verte et on va. Non, plein de fois, j'ai eu envie de rentrer au début. Hein. D'accord. Okay. Pour retrouver les amis, pour retrouver la famille. Mais en fait, déjà, Otto, c'est pas d'où sa vie en France, lui, qu'est-ce qu'il allait faire. Et puis, quand je rentrais en France, je suis rentrée hyper souvent au début. Hein. Je rentrais 3-4 fois par an. Quand je rentrais en France, alors j'étais toujours hyper contente au début. Hyper contente. Bon, ma famille, toujours contente. Hein. Enfin, ça n'a rien changé depuis le temps. Mais tu te rends compte que les amis, toi, tu pars de leur cercle un peu. Tu vis autre chose. Hein. Tu vis autre chose. Et puis, du coup, tu les vois, c'est sympa. Une soirée, 2 soirées, c'est toujours les mêmes conversations. Ça change pas. Et puis, toi, t'es là, moi, j'ai changé quand même. J'ai changé. Est-ce que j'ai envie de retourner là-dedans ? Non, en fait, tu vois. Donc, en fait, comme beaucoup, à mon avis, d'expats, t'es toujours partagé. T'es toujours déchiré un peu. Ouais, c'est clair. Et donc, il me manquait le fait que j'avais envie de me construire aux États-Unis, mais en même temps, j'avais mon mari et mon fils, voilà. Et puis, ce côté en France où j'avais déjà une profession, j'avais déjà un cercle social. Tu vois, c'était ces deux côtés où j'étais partagée et que j'aurais aimé réunir au début, mais ce qui était impossible, quoi. Ouais, bien sûr. Donc si, au début, j'ai voulu rentrer plusieurs fois. Et puis, c'est différent parce que lui, Otto, lui a quitté la Colombie à 19 ans. Lui, il a fui la Colombie. Il l'a fui. Et moi, j'ai pas fui mon pays. Ouais, bien sûr, vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Ah, il n'était pas dans le même état d'esprit. Les parents d'Otto, eux, habitent maintenant à Las Vegas. Eux, ils ont fui la Colombie aussi. Donc, toute sa famille aux États-Unis, moi, toute ma famille en France. Donc, on n'était pas dans la même
Ouais, c'est pas sur un pied d'égalité là-dessus. Ouais, c'est ça. Puis lui, il a un travail qui lui plaît, une profession qui est quand même assez reconnue, gagne bien sa vie. Et moi, effectivement, je suis à la maison, j'ai pas de travail. Donc, il y a ce côté-là qui était un peu difficile au début. Puis je m'étais dit, tiens, j'ai la carte verte, je vais travailler, cool. Ah ben oui, mais non, non, parce que moi, ils allaient pas me prendre. Moi, dans le management du sport, les Américains, mais ils sont 10 fois meilleurs qu'en France en termes d'organisation. Moi, mon diplôme français, il valait pas grand-chose. Donc au début, j'ai fait des boulots de merde. J'étais dans les casinos et t'appelais les clients, t'appelais les gens pour leur dire qu'ils avaient gagné je sais pas quoi. Et je répondais, donc j'appelais des gens, donc avec mon accent, je te dis pas. Les gens, ils me parlaient avec leur accent, je les comprenais rien. Ah non, mais horrible, un boulot qui est pas du tout gratifiant. Bon, les gens doivent pas être particulièrement aimables en plus. Non, c'est ça, pas du tout. T'apprends que t'auras que 2 semaines de vacances. Moi, je te dis, c'est quoi 2 semaines? Mais ça va pas. Tu sais, la bonne française, non? Donc j'ai fait des débuts hyper difficiles, mais avec le recul, hyper enrichissant. Enfin, c'est ça qui fait que tu te bats, en fait. C'est ça qui fait que tu te dis, non, moi, ça me plaît pas, ça. Je suis pas du style à accepter quand j'aime pas, moi. Moi, je me dis, non, ça me plaît pas, je vais faire autre chose, quoi. Faut que je me bouge, quoi. Donc, j'ai fait plusieurs petits boulots comme ça. Otto, lui, en a un peu fatigué du cirque. C'est fatigant psychologiquement, physiquement. Ouais. Et puis, il peut pas participer aux compétitions. Son rêve, c'est d'être champion du monde dans sa catégorie de roller. Il me dit, 2012, tu vois, on arrive en 2008, 4 ans après, il me dit, j'ai envie de partir, j'ai envie d'arrêter le cirque, j'ai envie de voyager, de faire mes compètes. Et là, je dis, allez, ok, banco, j'arrête mon boulot, on part en sac à dos. On part en sac à dos avec mon fils qui a 4 ans, en Asie du Sud-Est. Ah, waouh. Peur de rien, quoi. Ok. Ouais, allez hop, sac à dos, changement de vie, tu sais... On part, on arrive au Vietnam et puis là on part pour 4 mois. Enfin, on allait partir plus, mais on part pour 4 mois parce que, encore une fois, les X-Games l'appellent et lui disent, il y a une compétition en Chine, on t'attend, faut que tu y ailles. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les X-Games? Parce que t'en as parlé là plusieurs fois. Oui, les X-Games, c'est, comment on va dire, c'est les championnats du monde, mais c'est privé, quoi, c'est une ligue privée. D'accord. Championnat du monde de sport extrême. Skateboard, okay. BMX, scooter, roller. D'accord. Voilà. Donc c'est une grosse. C'était à l'époque, moins maintenant, mais c'est vraiment la plus grosse compétition. Si t'es dans les sports extrêmes, ouais, tu vas. Donc super important. Tu vas à ce truc-là. Il l'invite, il part. Moi, il va en Chine s'entraîner là-bas pendant 1 mois et demi. Puis on se retrouve au bout de 7 mois, on retourne aux États-Unis. Mais là, il est en dehors du cirque. Moi, à ce moment-là, je trouve un boulot. Du pile poil en rentrant, je trouve un boulot. C'est un réceptif à l'époque qui cherchait quelqu'un pour l'organisation, les réservations d'hôtels et tout. C'est un Belge qui tient ça. Et donc, j'arrive dans ce boulot que je trouve hyper sympa. Parce que c'est d'organiser des tours pour les Français aux États-Unis. Donc moi j'adore. C'est dans le milieu du voyage. Je voyage par moi-même parce qu'il faut que je connaisse tous les endroits. Donc je voyage dans tous les États-Unis. Donc moi je suis hyper contente. Donc tu vis ta meilleure vie. Ouais, ça va. Enfin c'est cool. J'aime bien mon boulot. Lui Otto va faire ses compètes et tout. Et puis on m'appelle un jour. Il était retourné en Chine faire une compétition. On m'appelle. Votre mari est tombé, il a une commotion cérébrale, il est à l'hôpital, aux urgences. En Chine, du coup? En Chine, on va l'opérer, on va lui ouvrir le cerveau. Un peu la catastrophe. Bah ouais, l'angoisse, j'imagine. Ouais, c'est jamais simple d'être avec un gars qui fait des sports extrêmes. C'est toujours un peu l'angoisse. Et maintenant il va mieux, mais bref, il est resté 2 mois en Chine. Je l'ai rejoint là-bas. Moi, j'ai passé 1 mois et demi là-bas. Les hôpitaux en Chine, c'est quelque chose, hein, on a vécu ça. Les gens qui font la bouffe, en soins intensifs, les gens font la bouffe dans les chambres, ils fument, ils crachent, ils font la lessive. C'est... Ah waouh, ok, ouais, un autre monde quoi. dégoûtant, ouais. Et il revient au bout de 2 mois, il se remet doucement et tout. Et le Cirque du Soleil le rappelle, lui dit est-ce que tu veux revenir? Il a dit ouais, carrément.
Ça y est, j'ai vécu ma vie de baroudeur, de sac j'ai à dos. J'ai fait ma crise d'ado. J'ai pas de sous, il y en a marre, on va peut-être se poser, tu vois, on avait envie d'acheter une maison et tout. Mais le truc, c'est que moi, je bossais 9h, 5h. Et lui, il partait à 5h pour travailler. Donc lui, il faisait 5h, 17h, minuit. Et puis, on se voyait pas. Bah ouais. On se voyait pas. Mon fils allait à l'école, il rentrait à 15h30, donc il voyait pas mon fils. Lui, ses week-ends, c'était mardi, mercredi. Moi, c'était samedi, dimanche. Ah, waouh, ouais. Donc dur. Donc, tu vois, pas cool. On n'avait pas les vacances en même temps. On se voyait quasi pas. Donc, au bout de 2 ans, moi, j'aimais beaucoup mon boulot, mais le patron commençait à me saouler, hyper autoritaire. Et moi, ça me plaisait pas. Un peu contrôle freak, donc j'en avais marre. Et j'ai une opportunité. J'ai une compagnie qui m'a contactée, qui m'a dit, est-ce que tu voudrais faire la même chose? Un autre réceptif basé à New York, qui me dit, est-ce que tu voudrais faire la même chose, mais depuis chez toi? Et moi, j'étais là. Ah non, mais c'est le rêve. Moi, à l'époque, comme office, c'était mon rêve. Donc, je me posais dehors, mon petit ordinateur, face à la piscine. Non, mais j'étais trop contente. Par contre, j'ai perdu des sous, j'étais payée beaucoup moins. Tout le monde me disait, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Et je te dis, non, mais moi, je veux une qualité de vie, quoi. Je veux voir mon mari, je veux être à la maison. Il me disait, oh, ça te manque pas de prendre des cafés avec un collègue? Je dis, non, mais moi, je préfère prendre le café avec mon mari, qu'avec un collègue que je m'en fous. Donc, j'ai travaillé pour eux pendant 1 an, mais je me suis très vite aperçue que c'était des voleurs, en fait. Ah, merde. Ouais, c'était une boîte fictive qui était pas à New York, le mec était au Maroc. Oh, merde. Ils entubaient tout le monde. Ils payaient jamais les hôtels, ils payaient pas les guides. Et toi, ils te payaient pas? Et moi, ils me payaient. Moi, ils m'ont toujours payé. Mais bon, je voulais pas rester dans ce truc-là, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, du coup, mon mari, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à bosser à la maison pour des voleurs? Pourquoi tu montes pas ta boîte? Alors, c'est un truc que j'avais jamais pensé dans ma vie. Dans ma famille, tout le monde est employé. Faut chercher la sécurité de l'emploi. Souvent, mon papa dit ça. Moi, ma famille, c'était assez la sécurité. Alors qu'Otto, sa famille, c'était plutôt... de toute façon, eux, ils ont rien à perdre en Colombie. Donc, c'était plutôt, vas-y, prends des risques, t'as rien à perdre. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai appris avec... c'est ça que j'ai appris avec cette culture colombienne, d'ailleurs. D'ailleurs, une super culture. Et donc, j'ai appris, vas-y, quoi. Au pire, ça marche pas, quoi. Donc, je me suis mis à monter ma boîte. Je me levais à 4h du matin. Je démarchais, ce que je détestais faire. J'appelais 4h du matin avec le décalage horaire. Et oui, parce que t'as 9 heures de décalage, toi, avec la France. Ouais, 9 heures de décalage. Ouais. Parfois, les gens, ils m'envoyaient chier. Je raccrochais en pleurant. J'allais voir mon mari. Je me disais, mais non, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Je vais pas réussir et tout. Et puis, c'est comme tout, quoi. Quand on lâche pas, à un moment, ça paye, quoi. Donc, j'ai trouvé des clients, des tours opérateurs en France qui m'ont fait confiance. Et très, très vite, ma boîte a grandi. J'ai eu 150 tours à gérer. J'ai dû employer 2 personnes à temps plein. J'ai travaillé avec une 20aine de guides. Incroyable! Ouais, là, j'ai vraiment trouvé... Moi, je m'éclate, j'adore faire ça. J'adore ça. Et puis, je pars sur la route. Je suis tout le temps sur la route. Je voyage. J'ai fait la majorité des États-Unis, tu vois. J'étais en Alaska, là, au mois de juin. Je fais 15 jours en Alaska, mais j'ai adoré. Dès que je peux, je pars visiter. Moi, je suis une grande fan et grande fan des États-Unis. Je suis devenue une grosse fan. S'il y a 13 ans, j'aurais pas eu ce discours. Maintenant, j'adore ce pays. Moi, j'aurais du mal à y partir. J'aurais beaucoup de mal. Peut-être l'Australie. L'Australie, j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un pays qui m'a tout offert, quoi. En quelques mois, j'ai monté ma boîte. En 24 heures, tu montes ta boîte. Tu payes pas je sais pas combien de taxes. Les gens te font confiance. Tu veux créer une boîte, on te dit vas-y, tu vas réussir. On ne juge pas. J'ai une maison ici que j'ai achetée que je pourrais jamais avoir en France, avec piscine, un grand terrain. Moi, je reviendrai pas en France. Donc tu l'as eu ton American Dream. Ouais. Tu l'avais pas j'adore. en fait en arrivant. Tu n'avais pas vraiment l'American Dream. Mais tu l'as vécu à 300%. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, c'était pas mon truc. Moi, je l'ai suivi par amour, en fait. Ouais. Et puis, l'aventure, allez hop, on y va. Et puis, c'est cool parce que c'est pas moi qui avais pris cette... Je pense que j'aurais jamais eu le cran de le faire, moi, de lâcher, de partir. J'y pensais même pas. Pour moi, c'était impossible, en fait. Ouais. Parce que personne de ma famille de mon entourage. Ouais, ça faisait pas partie de ton champ des possibles, en fait. Non, exactement. Ça faisait pas partie de mon champ des possibles. Et grâce à Otto, ça l'est devenu. Ouais.
Et puis si au début, effectivement, c'était pas mon American Dream, je l'ai vécu après, moi, avec le fait de me gérer. Moi, je voulais pas de patron. Donc, m'auto-gérer, j'adore. Travailler depuis la maison, j'adore. Et mon travail, je peux le faire depuis n'importe où. J'ai mon ordi, donc je suis dans l'avion, je travaille. Je suis à l'aéroport, je travaille. Je suis à la plage, je peux travailler. Enfin, je suis vraiment hyper libre. Donc Justement, du coup, tu travailles tout le temps. Ouais, non, mais oui, c'est ça. Du coup, tu travailles tout le temps. Bah oui, je peux pas dire à mon client que non parce que je vais à la plage, là. Donc oui, je bosse 2 heures, 3 heures. Mais après, je vous rejoins, quoi. Mais moi, j'adore ça. Moi, c'est mon... C'est pas une contrainte, quoi. Ah non, mais moi, c'est pas une contrainte parce que pour moi, c'est une liberté. Je sais que plein de gens le vivraient comme une contrainte. Parce que, effectivement, tu t'arrêtes pas. Mais quand c'est ta boîte, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas dire, ah bah non, aujourd'hui, j'ouvre pas l'ordi, si je perds un client, c'est pas grave. Bah non, je perds un client, c'est grave. C'est beaucoup de chiffre d'affaires, quoi. Et puis j'aime ce que je fais, donc de toute manière, ça me dérange pas. Donc, ouais, quand la boîte a bien commencé, là, j'arrêtais pas de bouger, donc, et puis arrivait le Covid, hein. Ouais, comment ça se passe? Parce que du coup, là, t'es spécialisée dans les voyages pour les Français ou les voyages en français? Les francophones, mais les tours opérateurs avec qui je travaille sont en France. Du coup, l'activité est complètement à l'arrêt, là, depuis... Bah ouais, je suis passée de 150 groupes à l'année à 0, donc avec un gros chiffre d'affaires à 0. J'ai pas de frais. Enfin, j'avais... Vu que j'avais 2 personnes qui travaillaient avec moi, j'avais pris un bureau. J'ai dû lâcher le bureau. Alors, je bosse toujours parce qu'on pense toujours que ça va rouvrir. Donc, je book des tours, j'annule, je book, j'annule. Wow. Hyper frustrant. Ouais. Les shows du Cirque du Soleil ont fermé aussi mars 2019. 2020. 2020, ouais, pardon. 2020. Ah oui, non, c'est déjà assez long comme ça. Ils ont arrêté aussi? Ouais, pendant 1 an et demi, puisque là, il a repris les entraînements il y a 1 mois et le show rouvre dans 2 semaines. Oh, donc du coup, ça fait un peu plus d'1 an que tous les deux, votre activité professionnelle est à l'arrêt? Exactement, 1 an et demi à l'arrêt. Ah, wow. Ouais, 1 an et demi. Après, franchement, hormis le fait que ça me manque, mon travail, et que là, lui, tout est content d'être retourné au travail, on a quand même bien vécu, quoi. Parce que... Tu disais... ça va à l'encontre de l'image que beaucoup ont des États-Unis avant d'y vivre. Vous avez eu des aides, vous n'avez pas été laissés pour compte sur le bord de la route, quoi. Ouais, c'est ça. On a eu des aides. Bon, rien à voir avec les payes qu'on avait avant, mais toujours plus haut qu'un salaire moyen en France en termes d'aide. Tu vois, pour te rendre compte. Moi, dans ma vie, c'est pas mon rêve d'être au chômage, tu vois, c'est de vraiment bosser. Mais en attendant, et avec la pandémie, j'apprécie, vraiment les aides du gouvernement sont hyper appréciables. Ça nous a permis de pas nous préoccuper, payer la maison et encore payer la maison pendant quelques mois, on l'a mis en stand-by parce qu'avec le Covid, ah oui, c'est vrai que tu pouvais faire, ouais. On l'a reporté de quelques mois. Et donc du coup, on s'est retrouvés à la maison tous les 3 avec mon fils qui était à l'école à la maison et c'était en mode tranquille. On a un skatepark dans le jardin, donc eux ils faisaient du roller, moi j'étais à la piscine. Vous avez su tirer faire avec ce que vous aviez, quoi, et en tirer le meilleur possible. C'est ça, on a pas mal voyagé. Moi j'ai profité autant quand j'avais beaucoup de groupes, fallait que je gère tout. Et souvent moi je suis invitée par des offices de tourisme qui me disent allez viens parce qu'ils veulent me faire visiter. En fait ils veulent me vendre l'endroit pour que je le vende mieux. Et j'avais jamais le temps. J'avais pas le temps parce que j'étais tout le temps, je travaillais 7 jours sur 7 et tout. Et là, je me suis dit, là, j'ai rien à faire, j'ai le temps. Donc j'ai visité le Texas, j'ai visité l'Alaska, je suis partie en road trip en Arizona. Génial. Ouais, on est parti à Cancun plusieurs fois parce que les billets d'avion et les hôtels étaient à des prix dérisoires. Dérisoires. On s'est dit, profitons. Comment dire ? Beaucoup de gens ont eu peur de voyager pendant Covid. Moi, je voyais pas plus la différence entre voyager et aller faire les courses dans un supermarché, quoi. Je veux dire, à la plage de Cancun, je voyais moins de monde que quand j'allais faire mes courses à Trader Joe's, tu vois. Donc moi, à partir du moment où, après, dans l'avion, t'as le masque. Et puis en plus, à l'époque, c'était un siège sur 2. On a toujours fait attention, donc j'avais pas plus. On n'a jamais eu peur de ça. Donc on a profité de ça.
Mais là, on aimerait bien que ça reprenne. Moi, j'aimerais bien reprendre le boulot. Ouais. Quelles sont les perspectives là du coup dans les semaines, dans les mois qui viennent? Bah là, l'UOTO vient de reprendre le show. Ouais. Ça ouvre dans 2 semaines. J'ai plein de réserves pour 2022. Hein. Les gens veulent bouger. Je partirai pas aussi grande, j'aurai moins de tours, mais je suis aussi guide. En fait, quand j'ai monté ma boîte, au début, j'ai pas beaucoup de tours, donc je partais en bus. Je partais en bus avec les gens, j'organisais tout de A à Z. J'adorais d'ailleurs, j'adore faire ça. C'est trop cool de montrer un pays que tu aimes aux Américains, aux Français. Et puis en plus, je veux dire, moi je fais guide sur l'Ouest américain. Le Grand Canyon, Monument Valley, Bryce, Zion, Vegas. Je veux dire, j'ai pas besoin de parler beaucoup. Ils regardent et ils aiment, tu vois. Ouais. C'est déjà vendu, quoi. C'est facile. Donc, j'ai jamais entendu quelqu'un dire c'est pas terrible. C'est pas terrible, c'est américain quand même. Non, les gens, ça leur plaît. Donc ça va repartir, j'espère. J'espère là. Je te le souhaite de tout cœur. Hein. Ouais, j'espère que Mr. Biden va ouvrir les frontières bientôt. Enfin, va bien falloir. Je suis pas négative, quoi. Je suis toujours positive. Je suis là. En même temps, je suis en train de monter une autre petite site internet de vente de t-shirts, tout sur la thématique voyage. Ah, super. Tu vois, histoire de pas rester à regarder Netflix toute la journée. Voilà. Je te remercie pour ce partage, c'est super intéressant. Tu disais un truc là à l'instant, c'est que finalement les paysages que tu fais visiter se vendent d'eux-mêmes tellement qu'ils sont beaux. Alors sur tous les parcs, tout l'aspect nature, oui, mais je suis sûre que tu l'as entendu toi aussi. Ah, mais Las Vegas, c'est hyper surfait, c'est hyper superficiel. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Alors plein de choses, mais plein de choses. D'ailleurs, une partie de ma boîte de voyage, c'est autant je fais des tours en bus surtout pour tous les Français sur le territoire américain, mais j'ai monté des tours guidés en français sur Las Vegas pour montrer un Las Vegas différent. Alors, j'ai pas plein de choses à dire, mais la première, les gens savent pas, mais on n'en parle pas. Il y a une histoire quand même à Vegas. Ça s'est créé avec la mafia, même s'il y a que 110 ans d'histoire, pardon. Il y a quand même une histoire. Et puis il y a toute l'histoire des pionniers qui sont arrivés avant, quand il y a eu la ruée vers l'or. Donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses à dire si tu veux parler un peu de l'historique de Vegas. Après, effectivement, c'est une ville qui s'est créée avec les hôtels. Ils sont là. C'est le Strip. Le Strip, il fait 7 kilomètres. Okay. La ville, elle en fait 30 kilomètres sur 35 kilomètres. Donc c'est quand même une grande ville. On est 2 millions d'ailleurs, on est 2 millions à Vegas. Grande ville, super étendue, beaucoup d'espace. Si quelqu'un veut s'imaginer Vegas, il n'y a pas de très peu d'immeubles. Ou alors c'est rez-de-chaussée, premier étage. Mais c'est que des maisons avec des grands terrains. Donc moi par exemple, je suis en ville et j'ai mis 1 mètre carré de terrain. De ma maison, quoi. On voit pas ça. Je sais pas, moi je viens de Rennes, tu vois pas un terrain de 1000 mètres carrés en plein centre de Rennes. En plein centre-ville. Mais alors, c'est rigolo parce que quand on atterrit à Las Vegas, on a un peu l'impression d'atterrir. Je sais pas si t'as déjà joué quand on était toutes les deux plus petites à SimCity. Tu sais, c'est vraiment quadrillage. Ouais. C'est très quadrillé quand même. Ah, mais tout est parallèle et perpendiculaire. Ouais. D'ailleurs, c'est hyper facile pour se repérer, quoi. Et d'ailleurs, les numéros des routes, par exemple, les gens, ils habitent au numéro 92 050, quoi. Ça arrive pas en France. Donc, tout est, parce que c'est une ville relativement nouvelle, donc, qui a été créée comme ça. D'ailleurs, beaucoup l'Ouest américain. Toi, t'es à l'Est, donc c'est pas pareil, mais tout l'Ouest est comme ça. Donc voilà, Las Vegas, c'est une ville très étendue. Si vous y habitez, c'est une ville avec beaucoup de parcs. Ah ouais. Alors, mais ça, un peu aussi comme toutes les villes aux États-Unis, donc beaucoup de parcs pour les enfants, hein. Avec le terrain de basket, avec les jeux, donc beaucoup de choses faites pour que les gens fassent du sport. Oui, il y en a énormément. Et c'est une ville très propre. Tout est ouvert 24/24. Donc vous voulez faire les magasins à 2h du matin, oui, il vous manque une salade. Hop, vous réveillez, insomnie, je vais acheter ma salade. Vous pouvez aller. Le Walmart est ouvert. C'est une ville en plein développement et qui change en permanence. Par exemple, en ce moment, ils font hyper attention au niveau de l'eau, donc on enlève l'herbe, il n'y a plus de gazon,
On va mettre des cactus ou des décorations en fer, des décorations avec des cailloux pour éviter d'utiliser trop d'eau. Ça, c'est pour un peu quand on vit à Vegas. Okay, en tant que touriste, vous venez, ou même pas, je vous dis ça un peu, moi aussi j'en profite en y habitant, mais quand vous venez, vous pensez toujours qu'il n'y a que le strip et les jeux d'argent. Bon, déjà maintenant, les jeux d'argent, pour savoir, ça rapporte plus que 30% du chiffre d'affaires de la ville. J'avais lu ça parce que les plus jeunes, en fait, en ont un peu rien à faire quoi, des jeux d'argent, et ils ont beaucoup de mal en fait à intéresser, à part pour aller faire quelques photos, les gens dans les casinos, c'est ça? Oui, c'est ça, les gens viennent plus pour jouer, ils viennent parce qu'il y a plein de restos. C'est des trucs à visiter, faire la fête, mais... Des restos qui sont étoilés, donc 1 ou 2 étoiles Michelin, les concerts, plein de gros concerts, plein de festivals, les matchs, les matchs de boxe, les matchs de hockey. Les gens viennent pour ça maintenant, pour comment on dit, entertainment. Et donc ça, c'est quand vous restez sur Las Vegas. Mais les gens, ils pensent pas que à 45 minutes, il y a le Mont Charleston, et que l'hiver, le Mont Charleston, il neige, et qu'on a des pistes de ski et des remonts de pente. 45 minutes, tu prends ta voiture, hop, tu skis, et puis après, le soir, tu rentres chez toi. De l'autre côté, à 45 minutes, on a le Lake Mead et le Colorado, donc tu peux faire du kayak, tu peux faire du jet ski, tu peux faire du bateau. C'est incroyable parce que c'est vrai qu'on se dirait que Las Vegas c'est au milieu du désert et que du coup, en termes de relief, etc., ça n'a pas grand-chose à offrir, quoi. Mais... Non, il y a plein de choses. En fait, Las Vegas, c'est une cuvette, donc c'est que des trucs montagneux aux alentours. À 35 minutes, non, je dis 35 minutes, même pas. 25 minutes du strip, on a Red Rock. Red Rock est un parc qui est avec des pierres rouges, couleur feu, c'est magnifique. On a la Vallée du Feu à 50 minutes, c'est pareil, c'est Valley of Fire, c'est un parc qui est magnifique. Donc il y a plein de balades à faire. Il y a des sources naturelles d'eau chaude où tu peux aller marcher et en profiter. Il y a plein de balades à faire. Alors oui, c'est sûr, juillet, août, il fait un peu chaud, on les fait pas. Mais le meilleur, pour nous, c'est automne-printemps. C'est l'idéal, en fait, pour se balader. Et en plus de ça, on a les fameux parcs. Donc, on a la Vallée de la Mort qui est à 2 heures. On a le Grand Canyon qui est à 4 heures. La route 66 qui a 1 heure de route. Zion, 2h30. Bryce, 4 heures. LA, 4 heures. Alors, je sais, pour les Français qui écoutent, 4 heures, c'est beaucoup. Pour des Américains, 4 heures, c'est pas... 4 heures, c'est rien aux États-Unis. C'est rien du tout. Ils ont l'habitude d'être dans la voiture. Et en plus, moi qui conduis beaucoup aux États-Unis, c'est génial. C'est génial de conduire sur ces routes incroyables. Rien à voir avec, je fais un Rennes-Bordeaux sur l'autoroute et j'en peux plus, tu vois. Mais quand tu roules aux États-Unis, les paysages sont tellement magnifiques que tu vois pas le temps passer, en fait. Et puis, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, je parle pas dans les villes, hein, mais quand on va d'une ville à l'autre, ou si par exemple je conduis jusqu'à Monument Valley, tu vas pas rencontrer grand monde. Donc tu conduis, t'as ces paysages de fou. C'est hyper cool, ça se fait hyper facilement. Cool. Donc ça c'est dans les activités. Et d'autres activités que les gens pensent pas, du désert, on dirait le désert, il n'y a rien à faire. Mais non, mais les Américains, ils font plein de trucs dans le désert. Ils ont des buggy, ils ont des quads, ils vont faire du hors-piste. Moi, j'en ai fait, c'est l'éclate. C'est vraiment cool. Donc, il y a plein de trucs à faire que les gens pensent pas, tu vois. On me dit, mais qu'est-ce que tu fais dans les casinos? Non, mais moi, j'y vais pas dans les casinos, quoi. Mais en fait, c'est un peu comme un Parisien. Si on lui demande, à chaque fois, il me demande, tu vas beaucoup sur Strip? Je fais, c'est pareil que tu habites à Paris, on te demande si tu vas beaucoup sur la Tour Eiffel. C'est ça. Donc moi j'y vais avec les clients, quand j'ai des gens, les amis qui arrivent, mais en général je leur montre trop de choses avant. D'abord les parcs et tout ça, et après on va sur le Strip. Qu'est-ce que je vais ressentir? C'est quoi l'atmosphère de cette ville? C'est quoi l'énergie de cette ville? Et puis qu'est-ce que je vais sentir tout court même? Alors, quand t'arrives à Vegas en tant que touriste, tu veux dire, pas style, t'arrives pas chez moi, t'arrives pour un week-end, ok, parce que c'est deux choses différentes, hein, très différentes. Non, mais déjà, t'arrives à Vegas, t'arrives à l'aéroport, il y a des jeux, les machines à jeux partout, quoi. Des machines à jeux partout. Ça clignote de partout. Ça clignote de partout, des écrans géants avec de la musique et qui montrent les shows qu'il y a partout.
Et tu sors de l'aéroport, et là, beaucoup de gens, c'est pas des taxis qu'ils ont, c'est des limousines. Donc là, tu montes dans ta limousine, d'ailleurs qui coûte moins cher qu'un taxi si t'es plusieurs, hein. Et tu montes dans la limousine, mousseux. Hein, faut faire la différence faut pas déconner, mousseux. Et ici, ils appellent ça champagne, mais ça n'en est pas vraiment. Et tu as 10 minutes de route pour arriver jusqu'au strip et un des hôtels que tu as réservé. Et là, tu arrives sur le strip. Et si tu arrives de nuit, c'est encore plus la folie. C'est les lumières partout. C'est grandiose. Tu as les fontaines du Bellagio. Tu vois la Tour Eiffel, qui fait la moitié de la Tour Eiffel. Parce que pour la petite anecdote, ils n'ont pas eu le droit de la faire aussi grande parce qu'il y a l'aéroport pas loin, sinon ils l'auraient fait. Ah, c'est vrai. Donc c'est vrai, c'est vraiment la démesure. Tu rentres au Venetian et là t'as les gens, t'as les canaux avec les gondoles et les gars qui chantent. Et donc bref, la limousine te pose dans ton hôtel, peu importe l'hôtel dans lequel tu poses, et là tu rentres, tu dois déjà marcher 10 minutes pour aller jusqu'à ton enregistrement. Et là, tu vois de tout, quoi. Tu vois la mariée qui passe et qui traverse avec sa robe de mariée parce qu'elle vient de se marier. Tu vois les étudiants qui sont là, spring break, et qui sont tout bourrés avec leurs bouteilles de bière collées à la main avec du scotch. Enfin, tu vas voir la nana qui se trimballe en maillot de bain en string et avec juste un petit bout de tissu sur les seins. Ou tu peux voir la famille mexicaine qui sont tous les enfants en train de se trimballer parce qu'ils vont aller au zoo du Mirage. Enfin, tu vois tout, quoi. C'est tout dans la démesure et l'excès Vegas, quoi. Déjà, c'est à faire, dans le fait que pour moi, c'est à connaître. Mais après, c'est unique. Et après, une fois que tu y es, si ton truc, c'est pas tout ce qui est un peu le bling-bling, la fête, il y a plein d'autres choses à faire. Il y a des musées, il y a le vieux Vegas avec le musée de la mafia. Tu peux te faire ton Vegas à toi, tu vois, t'as envie de te faire un resto, comment il s'appelle ? Il y a plein de Français, hein, des étoilés. Tu peux te faire un super resto, après tu vas voir un show du Cirque du Soleil. Je veux dire, pour ceux qui sont fans de gastronomie, et d'ailleurs, le resto Robuchon à Vegas coûte moins cher que celui de Paris. Donc les gens, ils pensent, la mauvaise nourriture aux États-Unis. Non, la nourriture est très bonne aux États-Unis. Et effectivement, si tu vas manger dans un Denny's ou un McDo, oui, mais... moi je dis c'est ça Vegas, c'est effectivement la lumière, la musique, le bling bling, la teuf, l'extraordinaire à première vue. Après tu peux te faire ton Vegas à toi avec ce que toi tu aimes, parce qu'il y a tout. Finalement, c'est une belle leçon quand même en général, c'est de pas s'arrêter à l'impression initiale qu'on peut avoir des choses. Non, mais de c'est pas ça. S'arrêter là, de creuser plus loin et c'est vrai en tout, c'est vrai quand on arrive dans un pays étranger en général, quand on arrive dans une nouvelle ville, quand on arrive même dans le quartier d'à côté, enfin c'est essayer de creuser un peu plus loin, quoi. Et c'est exactement ça. Moi, c'est ça que j'ai appris en fait. Et je pense qu'on est beaucoup de gens expats qu'on apprend ça. Quand tu changes de culture, déjà t'apprends à être ouvert d'esprit. Tu juges beaucoup moins. Donc moi j'ai la culture américaine et en plus d'être mariée avec un Colombien, culture colombienne, qui eux sont très très ouverts d'esprit. Hyper accueillants, hyper gentils. Les Américains aussi, hyper accueillants, hyper gentils. Contrairement à ce qu'on dit, moi je trouve que les Américains ont une grande empathie. En général, mais complètement. Moi j'ai des tas d'anecdotes de gens j'ai rien demandé. Une fois j'étais à Trader Joe's, un monsieur, je paye mes cours, un monsieur il me dit je suis le Père Noël, il me pousse gentiment sur le côté, il paye mes courses. Il paye mes courses, le gars. Il me dit j'avais envie de faire plaisir à quelqu'un aujourd'hui. Enfin, j'ai plein d'anecdotes comme ça et finalement tu te rends compte. Moi c'était une leçon que moi j'ai appris où j'étais en France et j'avais mes petites a priori. Je pensais que la France c'était le pays le plus cool, qu'on était les plus cool et tout. Et puis en fait tu te rends compte qu'on est hyper critique, qu'on est hyper fermé d'esprit, étroit d'esprit, parce que c'est la culture, c'est ce qu'on a. Alors que c'est ce côté-là que j'aime ici aux États-Unis, c'est que les Américains sont toujours positifs et ils iront jamais te juger. Tu sais, en France, t'as vu celui-là, quoi il ressemble, comment il s'est habillé. Ici, tu peux aller en pyjama. Tu vas en pyjama faire tes courses, ils te diront jamais rien. Et j'aime ce côté-là où, en fait, t'es libre. S'il y a un truc que j'aime sur les États-Unis, c'est que t'es libre d'être qui tu veux, d'aimer ce que tu veux. On n'ira pas te juger.
Et aussi ce côté où on reproche un peu ce côté individualiste aux Américains. Mais en fait, je pense que c'est déformé en France. C'est-à-dire qu'en France, il faut toujours être... Et j'ai remarqué les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, on m'a conseillé ça. Et en fait, du coup, ça te bride. Mais merci, ça te bride complètement. Alors qu'aux États-Unis, cet individualisme qui est mal vu en France, moi je trouve qu'il est hyper sain et hyper positif. Très stimulant parce que du coup tu t'en fous de ce que les autres pensent et puis tu fais ce que tu veux, mais en même temps il y a une aide extraordinaire des uns des autres. Les Américains s'entraident beaucoup. Donc c'est ce côté-là qui fait que je reviendrai en France en vacances, mais pas à vivre. Je reste ici. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Emmanuelle pour ce moment passé avec elle et un grand merci à chacun et chacune d'entre vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre fidélité chaque semaine nous fait vraiment hyper plaisir et nous pousse à dégoter de nouvelles histoires encore plus passionnantes chaque semaine. Si vous souhaitez échanger avec la communauté, nos invités ou même avec l'équipe, rendez-vous sur les réseaux sociaux. On est à peu près partout. Sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn et même Tumult, l'application d'écoute de podcast social. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire.